Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, François Heilbronn, pour un livre qui s'appelle Deux étés 44 et qui vient de paraître aux éditions Stock. François Heilbronn, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à Sciences Po, vice-président du Mémorial de la Shoah. Deux étés 44 est votre premier roman et vous avez entrepris de raconter dans ce livre l'histoire fascinante d'un médecin juif de Metz, Isaïe Serfoulement, guérisseur du roi Louis XV en chemin pour la guerre contre les Autrichiens en Alsace et qui se trouve entre la vie et la mort pendant 3 jours à Metz. 3 jours qui vont compter dans l'histoire de France. Complètement. Louis XIV a 34 ans. Il est jeune, il est en pleine forme, il mesure pratiquement 1m80, il est très sportif, c'est un excellent cavalier. Et il part faire la guerre contre les Autrichiens, comme vous l'avez dit, en Alsace. Il est accompagné de ses 2 maîtresses, la duchesse de Lauragais et la duchesse de Châteauroux, avec qui il passe des nuits torrides d'ailleurs. Et Metz est très important parce que c'est une des principales villes fortes aux frontières contre les Autrichiens. Et arrivé dans cette ville, il passe la ville en revue. Il a même l'honneur et même la joie de voir défiler une cavalcade de cavaliers juifs et des chars de triomphe juifs et des prières en hébreu pour la saluer santé du roi. Voilà. Comme c'est habituel, d'ailleurs, vous donnez la prière dans son intégralité, la prière pour le roi, qui était déjà à l'époque en usage. Surtout à Metz, parce qu'à Paris et à Versailles, il n'y avait pas beaucoup de juifs. Les juifs étaient interdits de résidence. Les juifs avaient le droit de venir à Paris ou à Versailles pour affaires, mais ils étaient interdits de résidence. Par contre, à Metz, il y avait une vraie communauté structurée de 400 familles, 2000 membres, qui vivaient dans un petit quadrilatère, pas très grand, le quartier de Saint-Féréol, de 200 mètres sur 50 mètres, très dense, comme toujours les quartiers juifs, mais c'était pas un ghetto, c'était pas fermé, c'était juste borné. Et ces juifs ont un rôle très important à Metz. Et Louis XV, d'ailleurs, et le gouverneur de Metz, et des 3 évêchés, le maréchal de Belle-Île, sont assez reconnaissants du rôle économique et stratégique que jouent les juifs de Metz, puisqu'ils sont pourvoyeurs de chevaux, ils sont pourvoyeurs de foin et de céréales, très utiles pour une garnison importante comme celle de Metz. Alors, l'histoire est largement documentée, elle est vraie, sauf que les livres d'histoire parlent d'un médecin militaire qui aurait sauvé le roi. D'où vient, François Heilbronn, cette rumeur d'un médecin juif? Pourquoi a-t-on parlé d'un mystère occulté de l'histoire de France? En fait, le roi Louis XV, quand il tombe malade, ses médecins, moi j'étais très surpris en rédigeant ce roman, parce que c'est vraiment un roman, ces médecins, le docteur Lapéroni, le docteur Chicoineau, grand médecin de la cour, le purge et le saigne. Le saigne et le purge. Et on est comme dans Molière un siècle plus tôt, et à part la purge et le saignement, ils font pas grand-chose. Le seul problème, c'est que le roi, il a une dysenterie. Évidemment, purger et saigner, quelqu'un même de costaud, ayant une dysenterie, le purger et le saigner, on le tient. C'est aggraver le mal. C'est aggraver le mal. Donc au bout d'une semaine, on abandonne le roi, on lui dispense les saints sacrements. Il y a des messes qui sont prononcées dans tout le royaume pour la mort du roi, et le roi va mourir. Et il y a, et Michelet le raconte, Richelieu le raconte, le duc de Richelieu dans ses mémoires, Dumas le raconte, parce que Dumas a écrit un livre qui s'appelle Le siècle de Louis XV, et dans tous ces livres-là, c'est un médecin militaire. Non, c'est même pas ça. C'est un charlatan, un empirique. Et même, Michelet dit, un empirique dont on ne sait même pas le nom. Un empirique, c'est quelqu'un qui pratique une sorte de médecine magique. Et donc, le sauveur du roi, le roi de France, le Louis XV à cette époque, c'est quelqu'un de très très important, évidemment. C'est un souverain, c'est en plus le représentant de Dieu sur Terre. S'il va mourir, et qu'un médecin le sauve, on ne donne pas son nom, c'est très bizarre. Et effectivement, assez rapidement, il y a un récit qui apparaît, c'est que Alexandre de Montcharvaux, lieutenant retraité des régiments d'Alsace, médecin militaire, aurait sauvé le roi. La seule chose, c'est que personne n'avait vraiment jamais entendu parler de Montcharvaux avant, il a vraiment existé, et personne n'a jamais entendu parler de Montcharvaux après.
Par contre, à Metz, il y avait une communauté juive très organisée, comme je vous l'ai dit, mais il y avait 3 médecins très importants, et le médecin le plus qualifié de cette communauté s'appelait celui que vous avez cité, le docteur Isaïe Serfulman. Son père était un très très grand médecin d'Europe. Il était médecin à la cour du duc de Palatin, qui était un des grands rois d'Europe. Son grand-père était médecin, une grande famille de médecins. Et une fois, dans un récit, on dit il a été fait appel aux médecins juifs de Metz, dans un récit de l'époque. C'est la seule occurrence. Il faut dire quand même que des médecins juifs au service des rois, pour l'époque, ça a pu exister dans d'autres contrées, en Espagne, en Égypte, évidemment. En Italie En Italie, oui. les papes se faisaient souvent soigner par des médecins au XVIIe, au XVIIIe. Il y a un très grand médecin italien de Modène, je crois, qui s'appelait Isaac Lamproso, qui a été un très grand médecin du pape. Et donc, on savait que les médecins juifs étaient un peu plus avancés, notamment dans les traitements médicinaux. Maintenant que vous êtes lancé, on peut souhaiter une suite à ce livre et que vous nous racontiez l'histoire de tous les médecins juifs, des grands. J'ai plein de copains, notamment le docteur Ariel Toledano, qui sont plus qualifiés que moi, ou Bruno Alloua du CRIF, qui dirige la commission mémoire. Eux, ils sont très pointus là-dessus. Mais d'après vous, quand même, il faut bien dire que c'est vous qui l'affirmez, c'est un médecin militaire qui fait venir sous un déguisement un médecin juif pour Louis XV. Racontez pas toute l'intrigue. Non, ce qu'on sait, c'est que le docteur Ullmann, après la maladie du roi, a été exempté d'impôts, de la taxe Brancas. Le docteur Ullmann, son portrait a été peint à l'huile. À l'époque, il n'y a aucun portrait de juif peint à l'huile. Les seuls portraits de juifs peints à l'huile sont les portraits ultérieurs, pendant la Révolution française, Cerbère, Isaac Baer, la famille Ratisbonne, qui sont des grandes familles juives. Le grand rabbin de France, au moment du Concordat. Et donc, à l'époque, en 1744, il n'y a pas de médecins juifs qui font des portraits peints à l'huile. Même le grand rabbin de Metz, qui est un grand rabbin très important dans l'histoire juive, qui est le Jonathan Ebeshitz. Parce qu'à l'époque, à Metz, l'Institut rabbinique, qui passera après à Paris, à rue Vauquelin, le séminaire, se trouve à Metz. Tout à fait, c'est vraiment le centre de la vie spirituelle juive de France. Eh bien, quand un médecin juif est un portrait peint à l'huile, assez exceptionnel. Et puis, dans plusieurs familles juives, dont la mienne, parce que je descends directement d'Isaïe Serfulman, à 8 générations, il y a cette tradition et cette histoire qui est racontée. Comme dans la famille d'un autre de ses descendants, il en a parlé, Robert Aron, historien, membre de l'Académie française, a dit qu'il descendait du médecin juif qui avait guéri le roi. Et puis, à partir du 19e, 20e, beaucoup d'historiens, notamment beaucoup d'historiens messins, sont dit, on ne croit pas du tout à la fable de Montcharvaux, on croit que c'est Ullmann qui a sauvé le roi. Et évidemment, en 1744, surtout avec les tensions qu'il y avait entre le parti des dévots et le parti des libertins, qui se battaient autour de Louis XV, on ne pouvait pas dire qu'un médecin juif avait guéri le roi. Donc il fallait trouver un médecin militaire bien commode. Et donc, d'où le subterfuge. En tout état de cause, la maladie de Louis XV pendant 3 jours à Metz a été un bouleversement pour la France. La peur de la mort est si forte que le roi va promettre de s'amender, de quitter ses maîtresses, parce qu'il n'y avait pas que Madame de Châteauroux, il y avait la duchesse de Lauragais. Elles étaient 2 sœurs, en fait. Voilà. En fait, c'était même très drôle, parce que c'est ce qui est amusant de ce roman, il y a des parties amusantes, heureusement, c'est qu'il y avait un comte qui s'appelait le comte Mailly de Nesle, il avait 5 filles très belles. Et Louis XV a été l'amant de 4 d'entre elles. La cinquième a refusé parce qu'elle était amie de la reine. Exactement, vous avez très bien lu Shlomo. Madame de Flovacourt a refusé les avances du roi parce qu'elle était très amie de la reine. Et donc, il va promettre. Il couchait avec les 2 sœurs. Il va promettre quand même de s'amender, fini tout ce libertinage, et il va même faire le serment de restaurer de construire une église dans l'emplacement de l'abbaye de Sainte-Geneviève. Plus qu'une église. Une cathédrale. Une basilique. Une basilique. D'accord. Il veut construire... En fait, sa réflexion, quand il est très malade, il est mourant, et il parle avec son confesseur, l'évêque de Soissons, le duc de Fitz-James, il parle avec lui et lui dit « Mais votre Dieu, il faut qu'il me sauve. Il
faut vraiment qu'il me sauve. Et l'autre lui dit, oui, mais il faut que vous fassiez amende. Alors il fait amende de tous ses péchés, il se confesse publiquement. D'ailleurs, ça fait un choc dans le royaume, parce qu'il y a une confession publique qui est donnée sur toutes les fautes charnelles commises par le roi. Et il dit, mais je suis prêt à... Alors, il s'amende, mais à condition. Oui, mon aïeul, oui. À condition tout à fait. Il dit, mon aïeul Louis XIV a conduit sa santé. Voilà, mon aïeul, il dit, mon aïeul a construit un château à sa gloire, c'est Versailles. Moi, je veux construire quelque chose à la gloire de Dieu, la plus belle basilique et la plus haute basilique de France, plus haute que Notre-Dame, sera la basilique Sainte-Geneviève, en haut de la montagne Sainte-Geneviève. À condition, évidemment, que je survive. Si Dieu me sauve, je le ferai. Sinon... Voilà, et donc on va voir que les choses vont assez bien tourner pour lui, et il va arriver à sauver le roi. Quand le roi Louis XV demande au docteur Ullmann qu'est-ce qu'il pourrait faire pour le remercier, et le docteur Ullmann, je cherche la... Voilà, le docteur Ullmann répond Sire, notre vœu le plus cher... Il ne demande rien pour lui, hein, mais pour sa communauté. Sire, notre vœu le plus cher demeure d'avoir l'honneur de porter haut et fort le plus noble des titres, celui de Français. Cette reconnaissance nous rendrait au nombre des membres les plus utiles au royaume et à votre majesté, pour nous qui sommes Français depuis 17 siècles, sans jamais pouvoir en porter le nom. Alors ça, c'est inventé par François Heilbronn, en fait, ou est-ce que c'est réel? Maintenant, j'avais mis des micros, comme vous l'imaginez, dans la chambre du roi, à l'hôtel du gouverneur de la ville de Metz. Et donc, j'ai les enregistrements authentiques. Mais non, évidemment, Shlomo, l'avantage, c'est un roman. Parce que certaines personnes m'ont dit, mais c'est un récit, ton histoire. Non, c'est un roman. Parce que justement, le roman, c'est l'imaginaire. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'ait jamais inspiré encore un romancier. Il y a eu quelques récits historiques. Il y a eu quelques récits historiques, mais il n'y a jamais eu de roman. Il y a eu des études historiques, notamment par un très bon historien de la communauté juive de Metz du XVIIIe, qui s'appelle Pierre-André Meyer, qui a fait un très bon travail sur le sujet, qui avait été publié dans la revue de généalogie juive il y a une dizaine d'années. Et puis il y a eu aussi des grands historiens messins qui ont travaillé dessus. Mais c'est l'avantage du roman, c'est qu'évidemment, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 3 jours entre le roi et son médecin juif. Ils étaient quasiment en tête à tête. Et donc, j'ai imaginé les dialogues. Et ça m'a fait très plaisir d'imaginer un dialogue entre Louis XV et un médecin juif. Mais c'est tout à fait plausible ce que vous imaginez, parce que d'une certaine manière, on peut dire que le vœu du docteur Ullmann sera exaucé, puisque il demandait quoi? Il demandait l'émancipation des Juifs. Et cette émancipation, elle arrivera un peu à la fin de Louis XVI et surtout au moment de la Révolution. Le 27 septembre 1791. Par un vote de la Convention et après un décret signé par Louis XVI, vous avez tout à fait raison, du 13 novembre 1791. À partir de là, les Juifs deviennent des citoyens français de plein droit. Et effectivement, puis auparavant, il y aura eu le concours à Metz. C'est le concours de l'Académie de Metz. De l'Académie de Metz. Comment rendre les Juifs plus utiles et plus heureux en France? Exactement, vous avez raison de souligner ces deux termes, plus utiles et plus heureux. C'était à la fois, on voulait le bonheur des Juifs, parce qu'on se rendait compte qu'ils étaient malheureux, mais aussi utile à la société et à la nation. Et d'ailleurs, c'est le propos de Ullmann au roi. C'est celui qui va gagner le concours, enfin, il y aura 3. Il y a l'abbé Grégoire, gagnants, l'abbé Grégoire, le plus connu, Clermont-Tonnerre, non? L'avocat Thierry, qui était un avocat nancéen, et un juif, ce qu'on oublie toujours. Zalkin Hurwitz, voilà. Juif polonais. Superbe texte d'ailleurs de Zalkin Hurwitz. Et Pierre Birnbaum en a fait d'ailleurs un très très beau livre sur les 3 réponses du concours de Metz et ces 3 vainqueurs. Voilà, alors là, on arrive, grâce à vous, à voir un peu quels sont les prolégomènes à cette émancipation. Ça, je veux dire, c'est quelque chose qui a mûri d'une certaine manière. Complètement. Et les 3 jours ont aidé à ce mûrissement. Sûrement. D'après vous? Oui, mais c'était en filigrane, c'est vraiment le siècle des Lumières, et le siècle des Lumières fait une réflexion sur les droits de l'homme, les droits du citoyen. Voltaire est antisémite, mais Rousseau était philosémite. Rousseau et Rousseau comme Montesquieu réfléchissent déjà à l'émancipation des Juifs. Et puis surtout, un qui va être absolument clé, c'est Mirabeau, qui rencontre Mendelssohn, et qui est séduit par la Scala, le judaïsme des Lumières,
et va pousser à l'émancipation, et suivi pendant la Révolution par, on l'oublie toujours, Robespierre. On parle beaucoup souvent de Clément Tonnerre, mais Robespierre a été un des militants très précoces de l'émancipation des Juifs. Alors, c'est pas dans votre livre, mais on comprend mieux toute cette évolution quand on a lu votre livre, qui est tout à fait intéressant. J'aime bien que vous appeliez le Kaddish la prière des vivants. On dit en général que le Kaddish, c'est la prière des morts. Non. Et vous dites très justement, parce que on loue la vie dans le Kaddish, vous dites la prière des vivants. Oui. C'est bien. Oui. Et c'est bien aussi, j'aime bien aussi que vous citiez Péguy et notamment ce passage de notre jeunesse qui est très connu. Je connais bien ce peuple, il n'a pas sur la peau un point qui ne soit pas douloureux, où il y a un ancien bleu, une ancienne contusion, une douleur sourde, la mémoire d'une douleur sourde, une cicatrice, une blessure, une meurtrissure d'Orient ou d'Occident. Ils ont les leurs et ils ont toutes celles des autres. Et ça reste, c'est 1910 dans notre jeunesse de pays, comme vous l'avez rappelé, ça reste totalement d'actualité sur cette sensibilité juive à la souffrance des Juifs, mais pas seulement des Juifs, de l'humanité tout entière, et donc de la solidarité nécessaire. Alors, il y a la deuxième partie de votre récit. Ceux qui vous connaissent bien sont plus familiers avec cette partie. On n'est plus à Metz en 1744, mais à Drancy en 1944. Mais on est toujours avec les descendants d'Isaïe Serf-Ullmann. Tout à fait. En fait, je voulais juste écrire un roman sur cette histoire messine incroyable du XVIIIe siècle, sur ce juif qui va sauver un roi. Et en écrivant ce texte, et j'avais découvert aussi que c'était mon aïeul direct, donc ça m'amusait de l'écrire. En écrivant ce texte, j'écris, et c'est vraiment en écrivant que j'ai vu ça, j'écris qu'il sauve le roi, il guérit le roi le 18 août 1744. Et là, comme un flash, vraiment comme un flash, je me dis 18 août 44, mais c'est le jour de la mort du père de ma grand-mère, Henri Klotz, dans une annexe du camp de Drancy, à l'hospice de l'hôpital Rothschild, qui est là où on met les vieillards agonisants de Drancy. Le 18 août 1944, à 5h du matin, Henri Klotz, lieutenant-colonel de réserve, héros de 14-18, officier de la Légion d'honneur, croix de guerre, chef d'entreprise, écrivain, a été arrêté le 31 juillet 1944 à Paris. Les Alliés sont à quelques dizaines de kilomètres de Paris, est arrêté et va mourir à Drancy. Donc il meurt 200 ans, jour pour jour, après que son aïeul ait guéri le roi. Et donc, en 1744, il y a un médecin juif qui sauve un roi. 200 ans plus tard, il y a un médecin qui s'appelle docteur Ménestrel, qui est le médecin de Pétain, et qui, lui, se félicite de l'éradication de la question juive. Et donc, c'est ces deux étés en contraste, et surtout, les 11 et 12 juillet 1944, les deux filles d'Henri Klotz, Denise et Lucienne Klotz, Georges Klotz, son frère, héros de 14-18, ainsi que 5 de ses neveux et cousins, sont arrêtés dans Paris et vont être déportés par le dernier grand convoi, le convoi 77 du 31 juillet 1944. Et donc là, ça m'a frappé et j'ai voulu raconter ces deux histoires. Donc il y a effectivement l'histoire glorieuse, amusante et un peu épique de l'été 1744, mais il y a l'été tragique de 1944 où une vieille famille juive française, en France depuis toujours, à Metz, mais même bien avant même, sont arrêtés à Paris à la veille de la libération. Et transférés à Drancy. Et nous déportés. sommes 200 ans plus tard et vous racontez ces arrestations de votre famille qui ont conduit certains à Drancy. Donc 9 d'entre eux avec mon arrière-grand-père Henri Klotz se sont retrouvés à Drancy. Henri n'a pas été déporté parce qu'il a été arrêté le 31 juillet, le jour de départ du convoi. Mais les 8 autres membres de sa famille sont déportés à Auschwitz-Birkenau. La plupart gazés tout de suite. Une de ses filles et une de ses nièces ne sont pas gazées, mais vont mourir du typhus en novembre-décembre 1944. Alors vous allez, j'imagine, présenter votre livre à Metz, parce que les deux volets vont ensemble. Il y a une suite aux fameux 3 jours de Metz. Tout à fait. J'ai la grande joie d'être invité par la communauté juive de Metz, dirigée par le grand rabbin de Moselle, Bruno Fison, le 9 février. Et donc, je serai le 9 février au soir. D'ailleurs, je signerai à la librairie, une librairie à Metz, le 9 février à 18h. Et je suis très heureux d'aller à Metz, parce que c'est une part de l'histoire des Juifs de France qui est souvent méconnue. D'ailleurs, on dit souvent que l'histoire des Juifs en France a été occultée. Et bon, ce mystère-là en était un. Mais on parle souvent
On parle beaucoup de la Shoah, on parle beaucoup de l'affaire Dreyfus, on parle un peu des croisades et de la persécution, mais on ne parle pas de la grandeur et de la beauté de cette histoire des Juifs en France. Que ce soit les Juifs du Comtat vénessin, les Juifs d'Alsace, de Lorraine, de Guyane et Gascogne, même les Juifs de Paris à certaines époques. Et donc j'ai voulu rendre hommage aussi, à travers ce livre, à la richesse et à la grandeur du franco-judaïsme, souvent trop oublié et trop méconnu par l'histoire en général, et même au sein de la communauté juive. Et il faut être fier de nos racines, parce que l'histoire des Juifs en France, c'est 2000 ans d'histoire, et c'est 2000 ans de fierté et d'honneur. Alors, il nous reste 2 petites minutes, et on va vous faire un exercice que vous connaissez bien, puisque c'est pas la première fois que vous venez à Pont-Neuf, et donc c'est le questionnaire Pont-Neuf. François Heilbronn, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski ? Je suis totalement Dostoïevski. Dostoïevski était philosémite, Tolstoï ne l'était pas. Ou l'inverse. Ah non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est la colle, vous m'avez plongé. Alors voilà, non, je suis Tolstoï et pas l'hébreu. Oui, exactement, je suis Tolstoï et pas Dostoïevski. Êtes-vous Hugo ou êtes-vous Balzac ? Et attention à vous, là. Eh ben, je suis plus Balzac. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani ? Totalement Modigliani. J'adore les courbes de Modigliani et la douceur italienne. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide ? Je suis Rachi parce que j'en descends. Ah, vous descendez aussi de Rachi ? Je descends de Rachi. Ah bah écoutez là... Je le dis dans le livre. Je le dis dans le livre. La femme du docteur Ullmann, Ève Spir-Lévy, descend des premiers rabbins de Metz, qui descend du dernier grand rabbin de France, Mattathias Trèves. Trèves, voilà, c'est un nom que vous connaissez. Oui. Et qui descend lui-même de Rachi. Par le canal des... Par les filles, parce que Rachi n'a pas eu de garçon. Oui, exactement. Par Rabbeinu Tam. Êtes-vous Ben Gourion ou êtes-vous Jabotinsky ? Définitivement Ben Gourion. Ça m'étonne pas de vous. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter ? J'ai jamais été sur Twitter. Je n'aime pas les propagateurs de haine raciste, antisémite et de violence. Je suis sur Facebook parce que c'est un outil formidable de pédagogie. D'accord, et vous êtes très présent avec votre livre sur Facebook. Merci François Heilbronn. C'était Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Nous parlions aujourd'hui de 2 étés 44 parus aux éditions Stock. Bon dimanche à tous.